Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact spécial sécheresse. Toute la semaine, on vous propose de décortiquer les enjeux, les solutions de gestion de l'eau après cet été catastrophique. On continue évidemment aujourd'hui avec mon invité Quentin Ragetli, qui est le président de Mascara. On va beaucoup parler de dessalement de l'eau de mer. Cette entreprise a mis au point un procédé de dessalement non polluant. Il nous l'expliquera. Il débattra ensuite de cette solution avec Bernard Baraquet, qui est directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'eau. On se demandera si le dessalement peut devenir une solution de long terme face aux pénuries. Et puis, dans notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Green Citizen ou comment optimiser l'arrosage par la télé-relève. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact spécial gestion de l'eau. Bonjour Quentin Ragetli, bienvenue, heureux de vous retrouver. On va donc parler de dessalement de l'eau de mer ou des eaux saumâtres. C'est la solution que vous proposez avec Mascara. Procédé non polluant, comment ça marche ? Alors, procédé non polluant, effectivement, alors comment ça marche ? Dessaler de l'eau, c'est tout simplement retirer le sel de l'eau. Plusieurs technologies, celle qu'on utilise, c'est tout simplement utiliser une membrane qui a la capacité de ne laisser passer que l'eau douce. Donc en fait, on sépare le sel de l'eau douce à travers cette membrane. Et évidemment, pour cette séparation, il faut de l'énergie. Et nous, on a décidé d'utiliser des énergies renouvelables, principalement de l'énergie photovoltaïque, car c'est celle qui est la plus simple à installer, quel que soit le contexte, qui s'adapte parfaitement dans des zones géographiques qui peuvent être complexes et qui peut répondre à de nombreux besoins. Donc notre innovation, ça a vraiment été d'associer des énergies renouvelables avec des procédés de dessalement, avec ce petit twist de se dire on ne va pas mettre de batterie pour lisser la production des énergies renouvelables, mais on va directement asservir le procédé de dessalement de telle manière à ce qu'il adapte sa production en fonction de la quantité d'énergie produite par le soleil. Oui, parce que c'est une énergie qui est moins stable, on va dire ça comme ça, que quand on utilise des moyens thermiques pour alimenter l'usine de dessalement. Enfin, en tout cas, c'est l'idée qu'on peut... exactement. La grande difficulté des énergies renouvelables, c'est leur intermittence. C'est ça. Donc on imagine fortement le jour et la nuit pour le solaire, mais au cours de la journée, suivant que la position du soleil est au zénith ou à l'horizon, la production électrique n'est pas la même. Donc il faut être en capacité de compenser tout ça. Alors vous avez plusieurs solutions, c'est soit vous mettez du stockage ou vous avez du secours pour assurer du soutien si la production des énergies renouvelables est trop faible, ou alors à l'inverse, et l'innovation qu'on a mis, c'est de se dire c'est plutôt la demande, le consommateur qui va adapter sa consommation électrique de telle manière à ce que on puisse garantir la pénétration des énergies renouvelables sur n'importe quel réseau électrique. Vous l'avez créé quand déjà, Mascara ? 2014. Et depuis, il y a des concurrents qui sont apparus en France ou ailleurs dans le monde avec le même procédé ? Alors, il y a... Vous avez été copié ? Alors, on a copié pas exactement parce qu'en fait, on est les seuls quand même à pouvoir asservir sans batterie. Mais par contre, il y a une vertu, c'est que petit à petit, à la fois le secteur de l'eau et le secteur du dessalement s'est aperçu de l'intérêt des énergies renouvelables et particulièrement du solaire. Alors, malheureusement, peut-être pas à cause d'une vertu environnementale, mais surtout pour une vertu économique. Et on le voit d'autant plus aujourd'hui, produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc finalement, quand on a aussi un souci économique au niveau du procédé, c'est tout à fait intéressant. On voit quelques images. Elles ressemblent à quoi vos usines de traitement de l'eau ? Il y a différentes tailles possibles. Vous adaptez à l'environnement, à la topographie des lieux. Comment ça... Alors, je pense qu'on ne voit pas la taille du studio, mais on va dire que nos plus petites unités tiennent sur la table qui est entre nous. Et les plus grosses occupent même pas 1/6 du studio. Oui, donc ce sont des petites unités, mais avec une capacité de traitement importante quand même. Alors en fait, on a une gamme qui va de 1 m3 jour à 20 000 m3 jour. Alors ça ne parle pas forcément, alors on va dire 1000 litres à 20 millions de litres par jour, sachant que l'Organisation mondiale de la santé préconise 50 litres d'eau par jour par personne. Alors ce n'est pas pour la consommation des 2 litres nécessaires, mais c'est aussi pour toutes nos activités agricoles, etc. Donc dans un environnement, il faut 50 litres d'eau pour que l'activité humaine puisse se développer de manière satisfaisante. Vous êtes présent, vous avez pu vous adapter à différents pays, à différentes régions. Vous êtes présent où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est présent sur une grande partie du continent africain, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique du Sud, l'océan Indien, Asie du Sud-Est et Pacifique. Avec vraiment, je dirais, 3 grosses zones, le Pacifique, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a différents secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez intervenir ?
Alors, il y a deux segments de marché qui sont à la fois le public et le privé, et inévitablement, comme dans toute activité, je dirais, économique. Donc on est à la fois sur du public qui va de la petite collectivité à des grosses administrations qui gèrent l'eau dans le pays. Après, dans les activités industrielles, on est plutôt soit sur du secteur hôtellerie, dans le secteur privé, et du secteur également industriel, minier par exemple, qui se pose de plus en plus la question justement de leur impact par rapport à leurs activités, et que ça soit en termes de ressources en eau ou d'énergie renouvelable. Alors on parle de dessalement de l'eau de mer ou des eaux saumâtres. C'est exactement la même technologie. Est-ce que ça change quelque chose? De quoi on parle, tiens d'ailleurs, quand on dit eau saumâtre? Alors en fait, effectivement, quand on parle de sel, on pense tout de suite à l'eau de mer, mais en fait, il y a beaucoup de nappes dans les sols qui contiennent aussi du sel. Alors à de moindres teneurs, c'est pas de la même teneur. Juste pour avoir un ordre de grandeur, en général, l'eau de mer est en moyenne à 35 grammes par litre, même si ça varie en fonction des zones géographiques. Là où les eaux saumâtres, on va parler de 2 ou 3 grammes par litre. Donc il y a 10 fois moins de sel. Par contre, dans certains cas, on pourrait presque qualifier par exemple la Vichy ceinture d'eau saumâtre, parce qu'elle est salée. Mais dans certains cas, notamment dans des pays, en Bangladesh ou en Afrique, l'eau saumâtre contient des toxiques, comme l'arsenic, et donc sont impropres à la consommation, et pourtant ces populations la consomment. Donc derrière, il y a un impact de santé publique énorme sur ces populations, et il y a un enjeu pour nous d'apporter des solutions justement à ces populations qui sont souvent isolées, qui ont des problèmes parce que consomment du fluor ou de l'arsenic, et se retrouvent avec des problèmes de santé. Et donc c'est aussi une solution pour aider à ce problème-là. Donc ça veut dire que les membranes que vous utilisez, elles permettent aussi de filtrer ces produits dangereux? Oui. Elles permettent, en fait, les membranes dans le procédé d'osmose inverse retiennent quasiment tout. Donc en fait, il n'y a que la molécule. Osmose inverse, c'est ça, c'est le terme que vous n'aviez pas encore employé. Oui, alors c'est l'osmose inverse. C'est un phénomène naturel, l'osmose, et on inverse ce phénomène. Le phénomène naturel, c'est plutôt l'eau libre qui va vers à l'intérieur des cellules, par exemple. Il y a un phénomène d'osmose, ce qui fait que toutes les bonnes molécules qui sont dans nos cellules ne sortent pas de la cellule, mais elles sont capables de capter l'eau qui est à l'extérieur. Là, on fait l'inverse, en fait. On essaye de pousser dans l'autre sens pour que ça soit l'eau qui sorte. Est-ce que, donc, quand on parle d'eau saumâtre, ça veut dire que vous avez aussi des projets en France, dans certaines régions françaises? Alors, on n'a pas encore de projet en France. On a une particularité, c'est qu'on est une PME française qui fabrique tout en France, mais on n'est qu'à l'international hors Europe. Donc c'est effectivement, mais on voit bien que le contexte, et ça fait l'actualité cet été, par rapport à la crise de l'eau, la question du dessalement va se poser aussi sur le continent européen. Elle se pose déjà dans des zones géographiques méditerranéennes comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, mais une image qu'on a peut-être moins, mais elle se pose en Angleterre. L'Angleterre est en train de construire une usine de dessalement qui doit ouvrir en 2023 parce qu'il y a un problème d'eau. Alors on n'imagine pas l'Angleterre où il pleut tout le temps. C'est pas le premier pays auquel on aurait pensé. Et cet été, ils ont eu un problème de l'eau. Ils ont cherché à voir s'ils ne pouvaient pas accélérer la mise en service de leur unité de dessalement dans l'Est londonien. Ouais. Vous en êtes où du développement de Mascara aujourd'hui? Alors, comme on a commencé en 2014 avec vraiment un côté très start-up, très tourné sur la technologie, chercher de la solution, on a déposé un brevet, on a trouvé pas mal de solutions et on continue dans l'innovation. Mais après, petit à petit, on s'est structuré en PME industrielle, donc on est en pleine croissance. On en a parlé un peu en dehors, mais on vient d'ouvrir des nouveaux locaux de fabrication qui nous permettent justement d'aller produire des très grosses capacités, là où aujourd'hui on était plutôt limité en termes de capacité de production. Maintenant, donc ça veut dire que vous pourriez produire des usines ou des unités qui seront plus importantes que ce que vous nous décriviez tout à l'heure? Alors on commence effectivement, on peut aller plus loin, mais on se limite à justement un segment qui est entre 1 mètre cube et 20 000 mètres cubes, comme je vous l'ai dit, par jour. Après, c'est des projets qui sont de notre nature et qui nécessitent une approche industrielle différente. Et dans lequel vous ne voulez pas pour l'instant vous lancer, c'est ça? Ou vous pensez que parce que votre procédé il pourrait fonctionner à beaucoup plus grande échelle? C'est juste qu'après il faut regarder le marché, le monde est vaste et aujourd'hui si on regarde un peu les projets dans le dessalement, 75-80% ça correspond à la gamme qu'on a. Donc il y a déjà beaucoup à faire sur cette gamme-là et on voit bien que l'intérêt du dessalement ne fait que croître. Même si on est plutôt en train, à chaque fois qu'on a un projet, de chercher les solutions alternatives parce que la solution dessalement est la solution qui arrive en dernier. Avant, il faut se poser la question s'il ne faut pas intervenir sur les réseaux, s'il ne faut pas économiser la ressource, est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher déjà la ressource naturelle qui est accessible? Donc c'est un peu tout ce cheminement qu'il faut faire avant d'aller mettre une solution technologique comme le dessalement. Mais dans certains cas, il n'y a juste pas le choix. Vous prenez les îles du Pacifique, il n'y a pas de nappe phréatique, il n'y a pas d'eau douce.
Si vous dessalez pas, la seule solution, c'est de remplir des bidons de 20 litres et les faire voyager sur 2000 km et qui après restent sur les plages, dans ces petits atolls au niveau de l'océan Pacifique. Ouais, vous l'avez évoqué en parlant de l'Angleterre, mais l'été qu'on vient de vivre, c'est en train d'accélérer des projets, ou même pour vous, il y a des collectivités ou des entreprises qui viennent vous voir, des hôtels. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une réflexion qui bouge beaucoup par rapport à l'eau. Ouais. On s'aperçoit qu'en fait, l'impact du réchauffement climatique, c'est qu'en fait, c'est pas qu'il nécessairement il pleut moins, c'est qu'en fait, les pluies sont plus intenses sur une période courte, donc ont tendance à lessiver les sols et pas à rentrer dans les sols, donc à partir trop vite vers l'océan plutôt que de venir nourrir les terres, et les périodes sèches sont plus longues. Et du coup, il n'y a plus d'équilibre entre ce que la nature stockait ou ce qu'on était capable de stocker pendant les saisons des pluies et ce qu'on devait consommer pendant les saisons sèches. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment équilibrer ça. Est-ce qu'on fait du stockage? Est-ce qu'on fait du dessalement? Et je dirais que l'approche, elle est multiple. Elle n'est pas sur une technologie ou sur... voilà, parce que chaque solution a des avantages et des inconvénients et qui sont plus ou moins importants par rapport à un contexte. Donc on est très attaché à regarder le contexte, à regarder quelle solution, mais par contre il faut être dans l'anticipation parce que les cycles de l'eau sont en train de bouger et la tendance montre bien que ça ne va pas changer. Juste l'anecdote, je faisais un focus sur l'Angleterre. Il y a 25 ans, je faisais mes études en Angleterre. Il y a 25 ans, un prof sur l'environnement disait dans les années 2020-2030, l'Angleterre va manquer d'eau. Déjà, avec la baisse des précipitations il y a 25 ans, on savait que le sud de l'Angleterre commençait à être tendu. Voilà. Donc on le sait. On a un peu tardé face à non, pas nécessairement, mais par contre... Un petit peu quand même, face aux messages des scientifiques. Mais justement, tiens, on va accueillir un scientifique pour continuer de débattre autour des solutions de dessalement de l'eau, ou d'autres d'ailleurs. C'est le débat. Et pour ce débat, j'accueille Bernard Baraquet. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de recherche CNRS au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Quentin Ragetli, le président de Mascara, est évidemment resté avec nous. Peut-être une réaction de scientifiques face à l'innovation de Mascara, cette solution de dessalement non polluante basée sur le photovoltaïque, les énergies renouvelables. Oh bah c'est une réaction qui est très positive parce qu'en fait, un des gros problèmes du dessalement, c'est la consommation d'énergie qui est très élevée, d'accord ? Ce qui, à mon avis, n'invalide pas la technologie nouvelle, hein, et d'ailleurs, elle a percé très rapidement. Moi, je me souviens, à la fin des années 90, on parlait pratiquement pas de dessalement, du moins pas dans le milieu des opérateurs d'eau. Et à partir du début des années 2000, ça a explosé. Ça a sorti beaucoup. D'ailleurs, en Espagne, par exemple, notamment quand Zapatero a été élu président de l'Espagne, enfin Premier ministre espagnol, excusez-moi, ouais. Il a opté pour le dessalement, sachant que l'Europe n'accepterait plus de financer le grand système de réseau national de l'eau qu'envisageait son prédécesseur. Mais donc là, on parle bien d'usines de dessalement alimentées par des centrales thermiques, quoi, en quelque sorte. Oui, par l'électricité classique, ouais. oui, bien sûr, ou nucléaire, ou n'importe, bien sûr. Parce que dans beaucoup de cas, si vous voulez, le problème, c'est qu'il fallait quand même beaucoup d'énergie pour arriver à monter une pression. Vous allez me corriger, mais en gros de 9 bars, il faut peut-être... Hein. En fait, ça dépend. Effectivement, c'est même plus que ça. Si on parle de l'eau somate, effectivement, on est sur une dizaine de 10 bars. Ouais. Alors, ça dépend. En fait, plus il y a de sel, plus il faut de la pression. Voilà. D'accord. Et en gros, plus il faut de l'énergie pour... Si on parle d'eau de mer, on est à 60 bars. Donc, effectivement... Alors après, il faut, effectivement, ça consomme de l'énergie. Il faut juste imaginer qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière, on consommait 4 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui pour dessaler de l'eau. Voilà. Et qu'on est en train de baisser cette consommation d'énergie nécessaire, sachant qu'il y a un point d'équilibre, parce que c'est un phénomène physique, l'osmose, qui a sa propre énergie. Et l'inversé, il y a un seuil physique. Voilà, on sait qu'on ne pourra pas descendre en dessous de ce seuil physique, mais c'est une préoccupation, évidemment. Mais comme toute activité qui transporter de l'eau sur des longues distances, ça consomme aussi de l'énergie. Bien sûr. Voilà. Donc il y a également, il n'y a pas d'activité dans le secteur de l'eau qui ne consomme pas d'énergie. Par contre, le dessalement est celle qui consomme le plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question, par rapport à un contexte donné, est-ce qu'on met du dessalement
Ou est-ce que d'abord, on va travailler sur les fuites du réseau, un usage intelligent de la ressource locale, etc. C'est pas... Mais alors attendez, là je vais intervenir pour dire que d'abord, en Grèce, on dessale l'eau de mer depuis 50 ans. Ouais. Pour les îles, justement, vous l'avez dit, s'il faut amener de l'eau douce dans des tankers pour alimenter des îles, c'est une catastrophe. Ouais. Parce que d'abord, les ports sont souvent pas très grands, donc on ne peut pas utiliser des super tankers. Et en plus, le temps que l'eau voyage depuis le continent jusqu'à l'île en question, sa qualité se dégrade considérablement. Donc, en gros, si vous voulez, c'est tout l'apprentissage qu'on a fait. On manque d'eau à un endroit, par exemple dans les Baléares, il y a une trentaine d'années. La première idée, ça a été d'aller chercher de l'eau à Tarragone ou à Marseille ou à Fos-sur-Mer pour alimenter la ville. Et puis au bout d'un an, on a arrêté parce que ça coûtait horriblement cher à traiter. À transporter d'une part, à traiter d'autre part. Du coup, ils se sont dit, on va faire des économies d'eau. Puis après, ils se sont dit, ça suffira pas en période de pointe, donc on va dessaler l'eau de mer. Et puis il y a l'étape d'après, que je vais quand même citer. Allez-y. C'est que on s'aperçoit quand même que l'eau qui sort des stations d'épuration des grandes villes est moins chargée en différentes substances que l'eau de mer. Et donc, la même technique d'osmose inverse peut être utilisée pour réutiliser les eaux usées qui sortent de la station d'épuration. Ouais. Ça ne change rien à sa technologie à lui. Vous pourriez l'utiliser dans ce cadre-là. Alors, en fait, c'est un sujet d'actualité et on en a parlé beaucoup cet été. Et c'est effectivement un peu l'enjeu. Quand je disais la réflexion intelligente sur la ressource, c'est qu'il faut juste imaginer qu'on a créé un cycle de l'eau qui est ouvert. C'est-à-dire qu'on prend dans des nappes de l'eau qu'on potabilise, qu'on envoie sur un réseau pour tirer la chasse d'eau et l'en renvoyer directement dans les rivières qui finissent à la mer. Donc le schéma, c'est on prend dans une nappe et on jette à l'eau dans la mer. Alors si on fait un circuit intelligent, ne serait-ce que regarder sur des usages qui évitent de renvoyer directement à la mer, mais peut-être faire effectivement ce qu'on appelle le reuse, donc la réutilisation. Alors c'est un champ très vaste, parce que vous pouvez aller pour des usages industriels avec une eau de qualité jusqu'à de la consommation humaine. Ça existe, il y a la capitale de Namibie, fait du reuse. Voilà. Alors là, il y a un petit frein psychologique à faire sauter. Quoi. Mais l'eau est de meilleure qualité. Paradoxalement, l'eau est de meilleure de qualité que des fois l'eau qui est prélevée dans un puits. Cela dit, mon expérience de touriste ou de semi-touriste dans les îles grecques fait qu'il y a un rappel. Quand vous buvez de l'eau de mer de l'eau qui a été dessalée, l'eau de mer dessalée, elle garde quand même un petit goût. Et c'est un truc qui vous dit attention, il ne faut pas gaspiller. Et donc, on peut dire qu'il y a une boucle de causalité. On veut faire des économies d'eau. On est obligé en période de pointe de dessaler. Alors là, je voudrais comme une chose très importante, c'est que la technique de dessalement, quelle que soit d'ailleurs la technologie qu'on prend pour générer l'énergie, n'est-ce pas ? C'est une technique qui ne coûte pas cher en investissement, mais cher en fonctionnement. Alors que l'inverse, si vous faites, on en parlait, des stockages en montagne ou je ne sais pas quoi, pour après acheminer l'eau quand on n'en a pas, c'est un coût fixe énorme et vous ne pouvez le rentabiliser que si vous exportez ensuite beaucoup d'eau vers les lieux de la demande. Alors que l'osmose inverse, ça permet de faire juste l'inverse. On ne met l'usine en service que quand on n'en a pas d'eau. Il y a aussi ce que fait Barcelone, d'ailleurs. Et il y a juste un point que je voudrais rajouter, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup cette notion de faire des infrastructures assez avec des barrages de retenue d'eau, etc. On s'aperçoit que, on l'a vu cet été, Serre-Panson était vide. Donc à un moment donné aussi, c'est comment ils se remplissent ces barrages. Et le meilleur stockage qu'on avait, c'est quand même le château d'eau qui est les Alpes, et qui aujourd'hui pose aussi un problème, on stocke moins. Donc Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'enjeu du dessalement, c'est que en opération, ça coûte cher. Mais ça coûte cher parce que la moitié de la facture, c'est l'énergie. Et pourquoi le dessalement est venu sur le solaire ? Alors, après qu'on ait créé Mascara, c'est parce que faire du solaire, ça coûte pas cher en énergie. Exactement. Et du coup, il y a quand même une vertu, c'est que la filière dessalement est en train de partir là-dessus, parce que pour baisser le prix de la solution, l'énergie solaire apparaît tout à fait pertinente. Il y a aussi la question des déchets produits par les usines de dessalement. C'est quoi ? C'est une boue très très salée ? C'est une saumure, c'est un liquide. Qu'est-ce qu'elle devient ? Quand on est au bord de la mer, on l'envoie dans la mer. Et ça ne change pas grand-chose à la salinité de la mer, sauf très localement, si vous voulez. Par contre, si votre unité de dessalement, par exemple d'eau saumâtre, est à l'intérieur des terres, là, il y a un problème, c'est qu'il faut évacuer la saumure.
Et ça ajoute un coût supplémentaire, n'est-ce pas? Alors après, nous, on a développé dans des solutions d'innovation, et on est en cours de développement, en fait, d'associer, alors principalement ça se fait par lagunage et évaporation. Par contre, on sait qu'il y a des plantes halophiles, donc qui ont une affinité pour absorber le sel et le consommer. Et donc, on a développé toute une solution de lagunes plantées avec différents types d'essences, des herbes, des arbustes et des arbres qui ont la capacité de retenir le sel et qui en même temps peuvent être valorisés localement pour de l'habitat, pour en termes de substrat, y compris pour les animaux. Et donc une solution. L'eau n'est pas très salée dans les eaux saumâtres, donc en fait il y a une affinité avec les plantes qui est assez évidente. Et l'eau de mer, effectivement, vous la rediluez, la saumure, et vous arrivez à une salinité très proche de l'eau que vous prélevez. Il y a une dernière notion dont je voudrais qu'on parle, c'est la question de bien commun, de ce que représente l'eau et des rivalités, des égoïsmes que ça peut faire naître aujourd'hui. Je vais vous répondre, mais d'abord laissez-moi commenter. Il nous reste 1 minute 30, donc il faut aller. Ce qui vient d'être dit, simplement. Le problème de ces technologies nouvelles qu'il faut vérifier, c'est qu'elles peuvent être gourmandes en espace, si vous voulez, parce que les photovoltaïques, il faut autant d'espace qu'il faut pour arriver à produire. Bon, maintenant, l'eau comme bien commun, c'est un trop vaste débat pour être traité ici, mais c'est effectivement, je définis qu'en économie institutionnelle, l'eau comme bien commun, lorsqu'il y a à la fois rivalité pour avoir cette eau, dans un contexte où on ne peut exclure personne, ou très difficilement. Donc, du coup, il y a une dame qui s'appelle Ostrom, qui a eu un prix Nobel, parce qu'elle a montré que la meilleure solution dans ce cas-là, c'était que les gens se mettent autour d'une table et coopèrent pour partager ce qu'il y a comme c'est, et repousser des solutions d'approvisionnement lointains à plus tard, si on n'a pas d'autres solutions, si vous voulez, parce que toutes ces solutions sont très chères. Voilà. Donc, la gestion de l'eau en bien commun, c'est ça. Voilà. Et il y a beaucoup d'exemples, notamment en Afrique, par exemple, le bassin du fleuve Sénégal, les pays se coordonnent et ont créé un organisme commun de gestion du fleuve. Il y a quand même cette réflexion sur ces fleuves frontaliers dans leurs usages. Et c'est d'autant plus important parce que tant que l'eau est abondante dans le fleuve, personne ne se pose la question. Le jour où il y a la rareté, comment on partage la rareté? Et juste sur les espaces, je voulais juste quand même revenir. Dernier mot, allez-y. C'est qu'en fait, dans les zones reculées, on ne manque pas beaucoup d'espace. En fait, c'est pas dans un village africain reculé où il y a de l'eau saumâtre à traiter. Il faut juste imaginer que pour un village, c'est un conteneur de 20 pieds et les panneaux mis en ombrière au-dessus du conteneur. Donc ça prend pas. Alors la lagune, effectivement, prend 1 ou 2 hectares, mais il y a de la place. Et ça permet surtout aussi de créer un peu d'activité vivrière, parce que c'est les gens du village qui cultivent aussi la lagune et qui, du coup, exploitent la ressource végétale qui est présente là, et pour les animaux ou pour le bâti, etc. Merci beaucoup. Très bien. Merci à tous les deux. C'était très concret, c'était passionnant. On continue d'explorer des solutions pour économiser l'eau. On parle arrosage intelligent tout de suite. Bonjour Guy Le Curieux-Lafayette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Green Citizen. Question traditionnelle dans cette séquence, vous l'avez créé quand, avec quelle idée? Alors, Green Citizen a été créé en 2015. Alors avec on est 3 associés, donc il y a François Hamon, Alexandre Boudonne et moi-même. Avec pour une idée simple, on venait tous de technologies mais complètement complémentaires. Donc Alex était plutôt sur la partie logicielle, François la partie télécommunication et moi sur la partie électronique. Et l'idée c'était de se dire comment on peut apporter des solutions avec impact avec les nouvelles technologies. Donc on s'est positionné sur ce marché de l'IoT environnemental, donc l'IoT, Internet of Things ou objets connectés, pour l'environnement. Donc notre positionnement est fort dans le sens où on voulait avoir de l'impact sur l'environnement tout en apportant des technologies nouvelles. Donc on est sur le sujet principalement de l'eau. Donc on a différents cas d'usage sur l'assainissement, sur l'arrosage intelligent et aussi le suivi, depuis peu le suivi des cours d'eau et des rivières pour l'inondation. Donc tous ces sujets sont liés. Alors sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet sur l'arrosage. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Comment ça marche en fait? Alors ce que l'on propose actuellement, enfin, les solutions classiques d'arrosage des espaces verts, et j'irais même en agricole, utilisent des programmateurs qui sont définis avec un certain temps.
et qui viennent ouvrir une vanne pendant un certain temps et arrosent les espaces verts, qu'il pleuve, qu'il vente, de façon complètement systématique. Alors certaines collectivités font des changements de programmation pendant la saison, mais la plupart n'ont aucune idée de combien d'eau est utilisée par la plante. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient intégrer des capteurs au niveau racinaire, alors que ce soit du gazon, des arbres ou des arbustes, et on vient mesurer la nécessité ou le besoin en eau des plantes, et on va ajuster l'arrosage des espaces verts en fonction du besoin des plantes. Du coup, il n'y a pas de perte. Toutes les pertes, c'est-à-dire que quand vous arrosez un sol, suivant le type de sol, vous pouvez très bien, s'il est très sableux, arroser beaucoup, toute l'eau s'en va en percolation et très peu d'eau reste nécessaire à la plante. Donc il faut adapter la durée, et c'est ce qu'on vient faire avec nos capteurs. Donc on va venir arroser au plus juste, de façon à ce que cette eau soit récupérée par le système racinaire. Donc dans ce cadre-là, vos clients sont des collectivités locales, principalement? Alors, sur l'arrosage, c'est principalement des collectivités locales. Alors nos clients, on a deux typologies de clients. On a les clients exploitants, les opérateurs d'eau, type Veolia, Suez, SOR, et les clients collectivités. Et nos clients exploitants viennent aussi sur ce sujet de l'eau, puisqu'ils sont fournisseurs d'eau souvent. Et il y a un besoin d'économie d'eau, donc ils y viennent aussi. Et alors, l'un de vos credos, c'est il faut sauver nos espaces verts, ils nous sauveront. Et il y a un message que vous voulez faire passer, c'est ce à quoi on a assisté cet été, les interdictions d'arrosage dans nos villes. Vous dites c'est absurde. Pourquoi ? Oui, c'est complètement absurde. Il y a une contradiction. En même temps, on a un plan climat qui dit qu'il faut investir 500 millions d'euros pour le rafraîchissement dans les villes. On a vu les périodes de canicule. Et de notre côté, depuis le mois de mai, il y a des arrêtés préfectoraux qui arrêtent systématiquement l'arrosage des espaces verts. Alors, sans parler des problèmes d'investissement, parce que les investissements planter un arbre dans la ville, ça coûte très cher. Planter des espaces verts, ça coûte très cher. Et du jour au lendemain, le préfet décide d'arrêter l'arrosage. Donc, beaucoup de collectivités ont suivi. Marseille, on travaille avec Menton, Marseille, ils ont suivi. Et donc, là où on avait des zones qui rafraîchissaient l'atmosphère, elles ne le font plus, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que l'espace vert a cette capacité, alors en dehors de l'embellissement, cette capacité de rafraîchir, de stocker du carbone, de dépolluer. Et c'est pour ça qu'on voudrait pousser, entre guillemets, pardonnez-moi, un coup de gueule, parce que nos espaces verts, nous sauverons. Si jamais on ne les sauve pas, c'est catastrophique, parce que toute cette capacité, ces bénéfices, je dirais, secondaires de rafraîchissement, on les a plus. Et du coup, nous, en apportant cette solution raisonnée d'arrosage pendant toute la saison où on apporte l'eau le plus juste, on trouve un bon compromis entre justement l'économie d'eau et les rafraîchissements, la capacité de rafraîchissement des espaces verts. Merci beaucoup, merci Guy Lecurieux-Lafayette. Merci beaucoup de votre invitation. Green Citizen, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Notre semaine spéciale sécheresse et gestion de l'eau se termine. Je vous souhaite un très bon week-end sur Bismart. Salut.